Bonjour à toutes et à tous. On va s'attaquer aujourd'hui à l'une des plus grandes controverses scientifiques du XXe siècle. C'est une histoire fascinante où la science, les médias et l'opinion publique se sont télescopés de plein fouet. Imaginez une seconde. Imaginez un sujet scientifique majeur où ce que pense le grand public est à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de ce que disent les experts du domaine. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est exactement ce casse-tête que décortique un livre de 1988, The IQ Controversy. Son but, comprendre comment un fossé aussi immense a pu se former autour d'un sujet aussi sensible que les tests d'intelligence. Alors, allons-y. Tout commence en 1969. Et c'est un seul événement, un seul article qui va faire basculer un débat académique plutôt feutré dans une véritable tempête publique. Et le voilà, l'élément déclencheur. Un article d'un certain Arthur Jensen, publié dans une revue on ne peut plus sérieuse, la Harvard Educational Review. L'hypothèse qu'il avance, c'est que la génétique pourrait, je dis bien pourrait, jouer un rôle dans les différences de QI entre les groupes. Il n'en fallait pas plus. Publier ça, à ce moment-là, dans ce journal, c'était l'étincelle qui allait tout faire exploser. La réaction a été d'une violence inouïe. Et pour comprendre pourquoi, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1969, en pleine lutte pour les droits civiques, une période d'ébullition sociale énorme. Forcément, dans cette atmosphère surchauffée, le débat n'est pas resté académique très longtemps. Il est devenu immédiatement personnel, viscéral. On est passé du débat d'idées aux attaques directes du genre « Jensen est un raciste, un nazi ». Le dialogue était complètement rompu. Et à partir de là, tout s'est emballé, mais à une vitesse folle. En quelques mois à peine, on est passé d'un article de revue à une affaire nationale. Jensen se retrouve avec des gardes du corps pour aller travailler sur son propre campus à Berkeley. Le New York Times Magazine en fait sa une et ça provoque un tsunami de lettres de lecteurs, plus que pour n'importe quel article depuis l'assassinat de Kennedy. C'était devenu un vrai phénomène de société. Et toute cette tempête médiatique et publique, elle va forger ce que les auteurs du livre appellent une nouvelle pensée unique sur le QI, un nouvel ensemble de croyances qui va s'imposer un peu partout. Alors, en quoi consistait cette nouvelle vision? C'était assez simple en fait. D'abord, l'idée que les tests de QI sont biaisés, surtout contre les minorités et les pauvres. Ensuite, que l'intelligence, c'est un concept flou, impossible à mesurer correctement. Et surtout que les différences d'intelligence viennent quasi uniquement de l'environnement, de l'éducation. La génétique, on l'oublie. En gros, l'entreprise des tests était vue comme scientifiquement douteuse et socialement nuisible. Ok, donc ça, c'est ce que le public commence à penser massivement, mais la question cruciale, c'est est-ce que les scientifiques, les vrais spécialistes du sujet, étaient d'accord avec ça? Est-ce que cette pensée unique reflétait l'état de la science à l'époque? Eh bien, pour le savoir, les auteurs du livre ont eu une idée toute simple, mais finalement assez radicale. Ils ont décidé de poser la question directement aux experts. Ils ont donc mené une grande enquête auprès de centaines de psychologues et de spécialistes des tests d'intelligence. Et là, attention, parce que les résultats sont spectaculaires. D'un côté, on a l'opinion publique qui dit « les tests de QI sont biaisés et invalides ». De l'autre, les experts qui répondent « non, ils ont quelques biais, mais rien qui ne les invalide ». L'opinion publique dit « l'intelligence, c'est l'environnement ». Les experts « non, la génétique joue un rôle important ». Le public « le score de QI, ça ne veut rien dire ». Les experts, au contraire, c'est un facteur de réussite important dans notre société. Ce n'est plus un décalage là, c'est un gouffre. La question qui tue, c'est comment? Comment un fossé pareil a-t-il pu se creuser? Pour les auteurs, l'explication n'est pas à chercher dans la science elle-même, mais bien au-delà. Voilà la thèse centrale du livre. Ce qui a façonné l'opinion du public sur le QI, ce n'est pas tant la science elle-même, mais plutôt le climat politique et intellectuel de l'époque, et surtout une couverture médiatique souvent approximative. En clair, l'image publique de la controverse était totalement déconnectée de ce que pensait la communauté scientifique. Et attention parce que tout ça, ce n'est pas juste une discussion de salon. Ça a eu des conséquences bien réelles, des conséquences très lourdes sur le monde de l'éducation et même sur la loi. Pour vous donner une idée de l'impact, regardez ce chiffre. Dans certaines écoles, en 1964, 100% des élèves de collège passaient des tests d'aptitude. 13 ans plus tard, en 1977, on tombe à 23,4%. C'est un effondrement. Un véritable séisme pour le système éducatif de l'époque. Et ce n'est pas tout. Cette vague anti-test a déferlé jusque dans les tribunaux. Des affaires judiciaires très importantes comme Hobson contre Bransen et surtout Larry P. contre Riles vont graver cette méfiance dans la loi. Résultat, en Californie, on a carrément interdit d'utiliser les tests de QI pour placer des enfants noirs dans certaines classes spécialisées parce qu'on jugeait ces tests discriminatoires. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question immense et toujours d'actualité. Qui, au fond, façonne notre vision de la science? Est-ce que ce sont les experts avec leurs données? Est-ce que ce sont les médias avec leur pouvoir de narration? Ou est-ce que c'est le climat politique, l'air du temps?
C'est une question essentielle, et la réponse, on le voit bien, est loin d'être simple.